Bienvenue dans le B-Boy Knowledge 35, Ticaret, le premier magasin hip-hop en Europe. Dan ne s'est pas réveillé un jour en disant « Tiens, j'ouvrirai bien une boutique de hip-hop ». C'est un peu par hasard et par passion que sa boutique de friperie s'est transformée en royaume du hip-hop. D'abord côté fringues et ensuite au niveau du rap, car en plus du magasin, il a fait par la suite un studio au sous-sol. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est parti! Dan aimait la musique et la danse. Après avoir travaillé comme électricien, puis comme DJ en boîte de nuit, il prend sa première claque à 22 ans en se retrouvant au New York City Rap Tour. Il laisse tomber les rollers et se met au b-boying direct. Dan décide d'ouvrir une boutique de friperie, vêtements d'occasion. La tendance était 50 rockabilly. Ça revenait en force côté vestimentaire. Donc avec son ancien employeur devenu associé, il vendait de la fripe. Françoise partait à New York chercher de la matière première et Dan gérait la logistique et les commandes. Au bout de quelques temps, la boutique change de nom. Le temps du swing devient Ticaret. Cette boutique se situe au 52 rue Château-Landon, dans le 10e arrondissement, juste à côté du terrain vague de la Chapelle et de la salle Paco. Il fréquentait ces deux endroits pour le trading. Mais à la base, il avait choisi cet endroit parce que le loyer était pas cher. Heureux hasard finalement, non? Comme il était proche du terrain vague, beaucoup de potes passaient à la boutique et squattaient là-bas. Ski faisait des parties d'échecs de temps à autre avec Dan, dans la boutique. Dan le reconnaît, de toute façon, la boutique tourne à hip-hop rapidement avec l'histoire des ceintures. En discutant avec des potes du BBC, l'un d'eux lui demande « Comme Françoise va à New York, elle peut nous ramener des ceintures nameplate ?» C'était lancé. La demande de ceinture explosa, tout le monde en voulait, c'était de la folie. Il devait acheter lettre par lettre, en or ou en argent, différentes tailles de boucles. C'était pas évident à gérer au début. Et n'ayant pas beaucoup de thunes, il mettait en place des précommandes. Les gens payaient la moitié, avaient un bon en échange, et lorsque la marchandise arrivait, il fabriquait ses boucles de ceinture personnalisées. Le premier à sauter le pas était Asco, et ensuite tout le monde a suivi. Finalement, il arrive déjà à 150 commandes. Un jour, un gars vient de Belgique et lui dit « Je viens pour les ceintures ». Dan lui demande quel est son nom sur le bout de commande. Le gars lui répond qu'il n'a pas commandé, c'est un pote qui lui a dit qu'ici il vendait des nameplates. Et Paris, c'est plus près que New York. Et là, Dan se dit, ça y est, Ticaret va devenir une boutique hip-hop. Il commence par vendre des t-shirts Def Jam et Beastie Boy, des Fight Laces, des chaînes en or 18 carats ou claquées, boucles d'oreilles, dents, bagues, des blousons starter Raiders comme ceux des NWA, des logos avec des cartes d'Afrique. La première boutique de hip-hop était née. Ensuite, il se diversifie dans d'autres marques hip-hop. Lorsqu'il se rendait au salon du vêtement et qu'il allait voir Fila ou d'autres marques, il était très bien reçu. Ces marques savaient qu'il était une référence dans ce domaine, que Ticaret était la boutique qui lançait les modes. Par contre, du côté de Eli Hansen ou Lacoste, il ne voulait pas traiter avec lui. Il ne souhaitait pas que les gens associent leur marque au hip-hop et à la banlieue. Mais Dan avait de la suite dans les idées. Il a réussi à choper des produits Eli Hansen via la boutique à Avoriaz. Et en 2 mois, il a tout vendu. Il retourne voir le gars pour lui racheter, mais impossible. Dan avait vendu en 2 mois tous les stocks que lui faisait en une saison complète dans sa boutique en station de ski. D'ailleurs, Cut Killer était assez fan de Eli Hansen. Double H rappelait son label de DJ. Dan avait également rencontré le chapelier Kangol, dont le fournisseur français était basé aux Pyrénées. Lorsque les types rentrent dans la boutique, plein de renoirs partout, alors que le gars était plutôt habitué à se rendre chez les chapeliers, Dan lui demande 150 pièces du modèle en éponge, comme celui de LL Cool J. Ce modèle que la marque vendait le moins. Dan insistait pour avoir les modèles avec le logo bien visible. Pour le fournisseur des Pyrénées, il comprenait pas trop parce que pour lui, le logo c'était moche. Mais Dan, sans ce logo, il les vendrait pas. Il vendait aussi des t-shirts et vestes personnalisés graffés par les BBC. H travaillait à la bombe et J1 développait une technique basée sur l'aérographe et les marqueurs. Plein de t-shirts étaient suspendus en mode séchage dans toute la boutique. Bien sûr, la devanture du magasin était taguée par Boxer et No2, qui avaient par la même occasion renommé Ticaret en Ticaret. Les clients venaient de toute la France, la mode des baskets débarque et tout le monde s'empare de ce mouvement. Ils voulaient tous des Choop, le modèle rouge et blanc de LL Cool J, le noir de Flavor Flav. Dan repartit à New York pour faire du business avec Choop, à leur maison mère, mais il se mange un gros vent. Parce que chez eux, on fait affaire pour minimum 150 000 francs. C'est pas possible pour Dan en 88. Mais l'année suivante, il repart à la charge avec un plus gros budget. Et comme la marque commençait à rencontrer des difficultés, ils étaient en position de force. Il part voir son banquier pour emprunter 500 000 francs. Imaginez la tête du banquier, il demande c'est pourquoi faire. Dan lui répond acheter des baskets Choop. Il a halluciné. Le banquier se demande pourquoi une seule marque. Il était pas très chaud. Après avoir mis en garantie ses bijoux, ça passe. Dan achète 1800 paires avec, en plus, une exclusivité. Il met 1 an à écouler ce stock et devient le roi de la basket. Il distribue également du Fila, Ed, Converse, Ethnie, Brooks, SPX, LA Gear, Champion, Everlast ou Wilson. Il passe à côté des Pumas Andins à la Beastie Boy et des Ewing Athletic en cuir, car avec son emprunt en cours, c'était mort. Pour info, Choop est la première marque hip-hop. Avant ça, les autres marques, Adidas, Puma et j'en passe, c'était des marques récupérées par le hip-hop. Il distribue également le fameux magazine The Zulu Letters et Get Busy, des fanzines hip-hop underground. Des clients venaient d'Allemagne, Suisse, Italie, Belgique et de toute la France. Petit hic, beaucoup de clients se faisaient dépouiller quelques mètres après.
Et ça, c'est pas bon pour le business de Dan. Au début, les sacs fournis par le magasin étaient estampillés Ticaret, mais il a vite changé ça avec des sacs unis discrets. Il faisait raccompagner ses clients par un certain Abdel, un grand costaud, jusqu'au métro, une sorte de vigile par la suite, pour être sûr que les clients repartent avec leur achat en toute sérénité. Petit à petit, les boutiques s'ouvrent aux halles et les b-boys migrent là-bas. Dan est bloqué avec son emprunt et n'a pas de quoi sortir pour pouvoir s'installer aux halles. Sa boutique commence également à devenir trop petite par rapport à la demande. Elle faisait 50 mètres carrés. Mais rappelez-vous que le boss de Ticaret qui fait aussi la musique, ce qui lui donna un second souffle. Il commençait à vendre des vinyles via un connaisseur Spank. Mais juste avant, il bossa avec un New-Yorkais qui était calé en son et qui lui ramenait les nouveautés directement chez nous en France. Un jour, Spanks lui ramène le vinyle 26 Chambers de Wu-Tang Clan. Dan ne calcule pas plus que ça. Peu de temps après, le rappeur Danny Dan, des sages poètes de la rue, rentre dans la boutique et voit ce vinyle. Ah putain, t'as déjà ce vinyle, ça tue! Pour en revenir au fameux Spanks, qui était un grand tagueur à l'époque, rappelons-le, Spanks travailla par la suite avec Joe Star sur BOSS plusieurs décennies plus tard. Il est l'auteur de Ma Benz par exemple. Ce gars-là appelait les fournisseurs aux States et c'est lui qui demandait depuis Paris au fait telle musique elle est sortie, elle est disponible. Tellement il était au taquet les sorties US. DJ Keops, le DJ Dayam, appelait aussi régulièrement Ticaret. Non pas pour connaître les dernières nouveautés, mais quand tel et tel vinyle arrivera en boutique. Puisque je vous parle d'Ayam, sachez que c'est le magasin Ticaret qui habille le groupe en entier pour leur concert en première partie de Madonna. Ils se sont retrouvés tous habillés en choupe, puisque Dan avait que ça disponible à ce moment-là. Au sous-sol de la boutique, il fabrique un petit studio où il commence à travailler avec Johnny Go et le fameux groupe de rap Minister Hammer. Moda du Minister Hammer s'embrouille un peu avec eux et s'associe avec Dan. Ils sortent ensemble le titre Moda et Dan s'ennuie en 93, qui marche plutôt bien. Entre deux, Dan bosse avec pas mal de rappeurs de l'époque, notamment La Clica, Deux Balles de Nègre, Fab, sur des compiles aussi tels que Sortie du tunnel ou Faut que ça sorte, et d'autres projets. Finalement, il part s'installer au Hall, là où le mouvement hip-hop a migré, où les clients se trouvent maintenant. Mais au bout de quelques temps, il faut choisir entre le magasin et la musique. Dan décide, presque sur un coup de tête, de fermer, du jour au lendemain, en se disant, de toute façon, je vais rebondir sur autre chose. Finalement, l'histoire Ticaret dure à peu près 15 ans. Maintenant, Dan mixe dans les événements privés. Si vous voulez en savoir plus sur Dan et l'histoire de Ticaret, je vous conseille vivement de regarder l'émission Get Busy sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Peace! C'était un terrain qui avait été investi par les graffeurs et puis moi j'ai rajouté la musique et de la musique s'est rajouté la danse et le rap. Donc on avait les quatre éléments du hip-hop dans le même endroit. Ce qui était, voilà, on s'est fait de notre petite histoire new-yorkaise à nous, à Paris. Et comme ici, il fallait escalader un mur pour rentrer. Un mur qui était plus haut d'ailleurs, et il n'y avait pas de marche, donc on avait creusé des marches. J'allais chercher un groupe électrogène à Saint-Denis, à côté d'ici. Mais ça a perduré 6 mois tous les samedis à peu près. Ouais, 6 mois, j'exagère un peu, on va dire 4 mois. Et puis j'ai essayé de reprendre l'année d'après, mais finalement le commissaire du quartier ayant changé et n'étant plus d'accord avec ce qu'on faisait, du coup ils nous ont envoyé les CRS. Donc après le terrain a été fermé. Voilà. Et je suis bien content qu'on l'ait fait parce qu'on ne l'aurait pas fait. Voilà, il aurait manqué un chapitre. Cette belle histoire du hip-hop en France.